Mes jumeaux adoptés ignoraient tout de ce lien instinctif qui pousse les frères et sœurs à se protéger, et leur histoire a fini par révéler des drames enfouis sur plusieurs générations. Un jeudi matin, à 8h43 précisément, la référente sociale m'a appelé pour m'annoncer qu'elle avait enfin trouvé des enfants pour nous. Pas ceux qu'on cherche dans les annonces, non, mais ceux qui cherchent désespérément quelqu'un comme moi. Des jumeaux, a-t-elle précisé. 6 ans, un garçon et une fille. Ils venaient d'être retirés de leur 4e famille d'accueil en l'espace de 18 mois, autant dire que la machine institutionnelle n'avait plus grand-chose à leur proposer. Ils ont de gros soucis de comportement, m'a-t-elle expliqué avec ce ton faussement posé, qu'adoptent souvent les travailleurs sociaux quand il y a largement pire qu'ils ne le laissent entendre. Le garçon avait tendance à attaquer sa sœur, tandis que la fillette, mystérieusement, refusait de parler sans que les médecins y voient une cause physique. Il leur fallait quelqu'un de rodé au lourd traumatisme, quelqu'un qui tiendrait bon, même si tout dégénérait. J'étais famille d'accueil spécialisée depuis 3 ans déjà, avec un agrément thérapeutique. En clair, je m'occupais des enfants dont personne ne voulait. Dean et moi avions hébergé 11 enfants, les accompagnant sur le chemin de la reconstruction, le temps qu'ils puissent repartir vers une adoption ou retrouver leur famille d'origine. On en avait vu, des gamins fracassés, des dossiers de maltraitance, des troubles graves, des retards inouïs. On se croyait prêts à tout. Les jumeaux sont arrivés un samedi après-midi de septembre, escortés par Gina, la conductrice, épuisée, visiblement. Callum, le garçon, est descendu le premier. Il était minuscule pour son âge, une 20aine de kilos à tout casser, les cheveux noirs ébouriffés, le regard fuyant et constamment en alerte, comme s'il cherchait déjà une issue. Sa sœur Nora, elle, s'est obstinément enfermée dans le van, refusant d'en sortir tant que Callum n'était pas venu lui prendre la main. Elle s'est glissée derrière lui, la tête basse, les cheveux blonds lui cachant la moitié du visage. Gina m'a alors tendu 2 sacs poubelles contenant ce qui leur servait d'affaires et une liasse de dossiers aussi épaisse qu'un bottin. « Bon courage !» a-t-elle lancé, sur le ton de ceux qui savent que le pari est risqué. Puis elle a plié bagage avant même que je puisse poser la moindre question. Dean a porté les sacs, pendant que je me mettais accroupie pour parler aux enfants. D'instinct, Callum s'est placé pile devant Nora, me la masquant, le corps tendu, les poings serrés, la mâchoire contractée. Je me suis présentée, ainsi que Dean, en expliquant que cette maison leur appartenait aussi longtemps qu'ils en auraient besoin. Callum n'a pas répondu, Nora pas un mot non plus. Je leur ai montré leur chambre, aménagée exprès avec 2 lits, parce qu'on croyait naïvement que des frères et sœurs aimeraient avoir un peu d'espace chacun. Callum a observé les 2 lits, puis il les a poussés l'un contre l'autre à en faire grincer le plancher, puis il s'est installé au bout, comme pour faire barrage entre Nora et la porte. Quant à elle, elle s'est réfugiée côté mur et s'est roulée en boule d'eau à la pièce. Dean et moi, on s'est regardés, l'inquiétude, tout de suite. En 3 ans d'accueil, on n'avait encore jamais vu un enfant réorganiser son espace comme s'il se préparait à une attaque. J'ai tenté de leur proposer de découvrir un peu la maison, d'aller au jardin, ou simplement de grignoter quelque chose. Callum a refusé net, il n'était pas question qu'il quitte la chambre avant d'avoir étudié tous les risques. Et de toute façon, sa sœur ne partirait jamais sans lui. On les a laissés, et on est descendu ouvrir leur dossier. Ce qu'on y lit faisait froid dans le dos, et ce qui n'y était pas écrit faisait encore plus peur. Leur mère, gravement dépendante, avait perdu la garde quand les enfants avaient 18 mois. Première famille d'accueil, 6 mois, puis retrait d'urgence, poursuite contre le père d'accueil pour comportement inapproprié. Deuxième placement, 4 mois, la mère d'accueil avait jeté l'éponge, excédée par l'agressivité de Callum envers Nora. Troisième famille, 3 mois, voisins alarmés par des cris, des bleus. 4e placement, 5 semaines à peine, le couple a fini par appeler les secours. Callum avait attaqué Nora avec un couteau de cuisine. Rapport de police à l'appui, sauf qu'en lisant plus loin, la mère d'accueil dit avoir été témoin. Callum n'essayait pas de blesser Nora, mais de la protéger alors que le père d'accueil, ceinturon relevé, s'apprêtait à s'en prendre à elle sous prétexte d'un lit mouillé. Callum, à peine 6 ans, avait tenu le couteau à 2 mains, tremblant mais déterminé, jusqu'à l'arrivée de la police. L'expertise psychiatrique sollicitée après ce drame pointait chez lui une hypervigilance extrême et un besoin obsessionnel de veiller sur sa sœur, des réactions jugées excessives au point que l'expert recommandait carrément de les séparer pour que chacun puisse construire sa propre identité et des liens plus sains. Cette idée m'a bouleversée. Séparer 2 enfants brisés simplement parce que la loyauté inconditionnelle de l'un gêne les adultes. Ce soir-là, j'ai préparé des spaghettis, d'après ce que recommandait l'affiche. J'ai monté 2 assiettes, résignés à ce qu'ils ne sortiraient pas de leur chambre. Callum a pris les 2, en a déposé une près de Nora, puis il a attendu. Elle est restée immobile, les yeux dans le vide. Alors il a volontairement attrapé sa fourchette, a délicatement enroulé des pâtes et les lui a présentées près de la bouche. Long silence. Puis, docilement, Nora a accepté de se laisser nourrir. 3 bouchées pour elle, une pour lui, encore et encore, jusqu'à ce que son assiette à elle soit vide et qu'il reste 3/4 de la sienne. Je lui ai demandé s'il avait encore faim. Il m'a lancé un regard presque incrédule, du genre « Bien sûr qu'il a faim, il a faim tout le temps. » Mais Nora passe d'abord. Nora doit manger plus. C'est la règle, leur seule manière de survivre. Je suis allée chercher une autre assiette pleine. Il est resté méfiant, pensant sans doute à un piège. Quand j'ai déposé le plat et quitté la pièce,
Il a englouti la nourriture à toute vitesse, au point que j'ai craint qu'il ne s'étouffe. Les jours suivants, on a instauré une routine tant bien que mal. Les jumeaux ne quittèrent pour ainsi dire jamais leur chambre. Callum seulement pour aller aux toilettes, après avoir vérifié chaque recoin, restant toujours en bouclier entre Nora et nous. Elle, telle une ombre, évitait tout contact visuel et marchait sans bruit. Dean a tenté de briser la glace avec des jeux, des livres, des dessins animés. Callum a finalement accepté de jouer aux cartes, y passant des heures à montrer différentes règles à Nora, calmement, avec un soin infini. Et jamais, même quand elle se trompait, il ne la réprimandait. Lorsque, l'espace d'un instant, elle parvenait à réussir quelque chose, une fierté vive illuminait son visage, mais elle retombait aussitôt dans la méfiance. J'ai contacté leur ancienne référente, Tessa Moreno, qui suivait leur situation depuis 1 an. À ma surprise, elle a paru soulagée d'apprendre qu'ils avaient enfin trouvé un foyer. Puis elle s'est enquis aussitôt des violences. Je lui ai affirmé qu'il n'y en avait pas. Callum était certes très protecteur, parfois même à l'excès, mais il n'avait jamais montré la moindre agressivité, hormis lorsqu'il cherchait à défendre Nora. Tessa a gardé le silence quelques secondes, puis elle m'a rappelé que toutes les familles précédentes avaient signalé que Callum frappait, poussait ou menaçait sa sœur. Les anciens parents d'accueil avaient tout un dossier, avec photos, attestations et signalements détaillés. On lui avait même recommandé d'orienter Callum vers un établissement spécialisé, le considérant dangereux. Je lui ai demandé de m'envoyer ses rapports. Ils ont atterri dans ma boîte mail à peine 1 heure plus tard, et leur lecture m'a glacée. Tous ces soi-disant actes de violence suivaient exactement le même scénario. Nora faisait une petite incartade, renversait un verre, faisait tomber un jouet ou tardait à répondre aux adultes. Le parent d'accueil s'emportait ou la punissait. Callum intervenait, se plaçait entre sa sœur et l'adulte. Dans la confusion, il lui arrivait de repousser Nora pour la protéger ou de la tirer par le bras, juste pour la mettre hors de danger. Les familles consignaient ces situations comme s'ils s'en étaient pris à elle, prenant en photo ses bleus, rédigant des observations où la colère de Callum était détaillée, mais jamais la cause de cette colère. Ces rapports brossèrent le portrait d'un garçon violent, instable, mais à y regarder de plus près, une toute autre histoire se révélait, celle d'un gamin de 6 ans qui avait compris que la seule façon de protéger sa petite sœur était de devenir la cible à sa place. Cette nuit-là, vers 2 heures, j'ai entendu du bruit dans l'escalier. J'ai retrouvé Callum dans la cuisine, juché sur une chaise pour atteindre les placards. Il s'est figé en me voyant, persuadé qu'il allait se faire gronder. Je lui ai simplement demandé ce qu'il voulait. Il n'a pas répondu tout de suite, m'a observé longuement, puis il a murmuré que Nora avait soif. J'ai pris un verre, l'ai rempli d'eau et le lui ai tendu. Il l'a regardé comme si une telle chose était inimaginable. Je lui ai expliqué qu'ils pouvaient se servir de l'eau à leur guise, même la nuit, et qu'ils pouvaient aussi se faire à manger s'ils avaient faim. Je lui ai dit que c'était chez eux, qu'ils n'avaient pas à demander pour les choses essentielles. Il a fait oui de la tête, sceptique, comme s'il attendait de voir. Je savais qu'il me faudrait du temps et beaucoup de constance pour lui prouver que c'était vrai. Je suis remontée me coucher, et j'ai veillé discrètement, via le babyphone installé dans leur chambre. J'ai vu Callum aider Nora à s'asseoir, tenir le verre pour qu'elle boive, puis la recoucher et l'aborder soigneusement, avant de s'allonger à côté, près de la porte. Il est resté les yeux grands ouverts, en alerte, sans dormir de la nuit. J'ai commencé à tout consigner. Des notes, des photos, des petites scènes du quotidien. Callum préparant à manger à Nora, vérifiant que les fenêtres étaient bien fermées, assis devant la porte de la salle de bain pendant qu'elle s'y trouvait, montant la garde. Rien dans ses gestes n'était violent, tout respirait la protection. J'ai rappelé Tessa et lui ai demandé s'il existait une famille biologique pour les jumeaux. Elle m'a appris que leur mère était morte d'une overdose 8 mois plus tôt, qu'aucun père n'était inscrit sur l'acte de naissance et qu'aucun autre membre de la famille ne s'était manifesté. Ils n'avaient plus que l'un l'autre. J'ai insisté sur les parents de la mère. Tessa m'a indiqué qu'une grand-mère maternelle figurait bien dans le dossier, qu'elle était venue les voir une fois, mais que la visite avait dégénéré. Elle avait crié sur les anciens parents d'accueil, escortés dehors par la police, jugés instables et déclarés indésirables, tout contact interdit. Ce portrait me troublait. Une grand-mère qui voulait voir ses petits-enfants étiquetés hostiles. J'ai exigé le rapport sur cet incident et, après 3 jours d'attente, je l'ai enfin reçu. Ce que j'y ai lu m'en a dit bien plus que tous les bruits de couloir. Patricia Rourke, la grand-mère, s'était rendue dans la 2e famille d'accueil et y avait trouvé Nora enfermée dans un placard, punie parce qu'elle ne parlait pas. Elle avait exigé qu'on la laisse sortir immédiatement. Les familles d'accueil s'y étaient opposées, prétextant une simple mise au point. Patricia avait menacé d'appeler la police et la protection de l'enfance. Mais ce sont les parents d'accueil qui, les premiers, alertèrent la police pour effraction et menaces. Patricia fut expulsée et le dossier précisait qu'elle ne pourrait jamais revoir les enfants, sauf sous surveillance. J'ai retrouvé son numéro dans le dossier et, sans trop réfléchir, je l'ai appelé.
Elle a décroché au bout du 3e appel, méfiante. Je me suis présentée comme leur nouvelle famille d'accueil. D'emblée, elle m'a demandé s'ils allaient en bien, s'ils étaient en sécurité, si personne ne leur faisait de mal. Sa voix était pleine d'angoisse. Je lui ai assuré qu'ils étaient entre de bonnes mains. Alors elle s'est effondrée, de ces pleurs profonds qui viennent quand la peur s'est installée depuis trop longtemps. Elle m'a raconté qu'elle se battait depuis 18 mois pour obtenir leur garde, mais que le système lui fermait la porte à cause de ce rapport l'accusant d'instabilité. Sa fille, la mère des jumeaux, était sa petite dernière. Elle l'avait vue plonger dans la dépendance. Après avoir vécu sous l'emprise d'un homme violent, elle avait tout tenté pour la sauver. À la mort de sa fille, elle avait cru pouvoir au moins protéger ses petits-enfants. Mais pour les services sociaux, elle faisait partie du problème. Un nouveau maillon d'une chaîne qui n'en finissait plus. Je lui ai demandé ce qu'elle pouvait me raconter de la petite enfance des jumeaux. Sa voix s'est encore assombrie. Elle m'a expliqué que le compagnon de sa fille, le père des enfants, même s'il ne les avait pas reconnus, était quelqu'un de profondément mauvais. C'est le mot qu'elle a choisi, mauvais. Il avait fait vivre l'enfer à sa fille, de tant de façons qu'elle n'a découverte qu'après qu'elle ait eu le courage de partir. Les jumeaux avaient 8 mois à l'époque, et déjà, ils avaient appris à ne pas faire de bruit. Patricia ne les avait vus qu'en de rares occasions, avant que sa fille ne disparaisse à nouveau, trop effrayée pour se poser quelque part. Elle m'a dit que ce compagnon avait une règle très claire à la maison. Les enfants devaient être silencieux, invisibles. Si la petite faisait du bruit ou attirait l'attention, c'est le garçon qui écopait. S'il tentait de défendre sa sœur, c'est la fillette qui prenait. Ils avaient appris à se taire tous les deux, à rester cachés, ensemble. Callum avait bien compris que protéger Nora, c'était encaisser à sa place. Nora, elle, savait que demander de l'aide ou attirer l'attention, c'était condamner son frère. Je lui ai alors demandé si elle accepterait de raconter tout cela au juge. Elle m'a dit qu'elle était prête à tout pour récupérer ses petits-enfants. Ce week-end-là, j'ai voulu vérifier quelque chose. J'ai annoncé aux jumeaux qu'on allait se promener au parc. La réaction de Callum a été immédiate. Il a poussé Nora dans leur chambre, cherchant à la cacher. Je leur ai expliqué qu'ils venaient tous les deux, qu'il n'y avait rien à craindre, qu'on sortait juste jouer. Ils ne me croyaient pas, mais ils n'osaient pas non plus refuser, ne sachant pas à quelle punition s'attendre. Une fois au parc, d'autres enfants jouaient sur les balançoires et les toboggans pendant que des parents surveillaient depuis les bancs. Callum a conduit Nora près d'un arbre, à l'écart, puis s'est adossé au tronc, elle bien serrée tout contre lui. Ensemble, ils observaient les autres enfants avec une intensité à vous fendre le cœur. Je me suis installée non loin d'eux et j'ai attendu. Au bout d'une vingtaine de minutes, un ballon de foot a roulé dans leur direction. Un garçon de 8 ans environ est venu le récupérer, a jeté un regard aux jumeaux et leur a souri, puis leur a proposé de jouer avec lui. Callum a encerclé Nora de ses bras, la serrant fort. L'autre garçon, sans comprendre, a doucement repoussé le ballon vers eux, comme un signe d'invitation, mais s'est arrêté à quelques mètres. Nora a suivi le ballon du regard, visiblement tentée, mais n'a pas bougé. Callum l'a serré encore plus fort. Le petit est reparti, dérouté. Dean s'est alors assis à côté d'eux et, tout bas, leur a soufflé qu'ils pouvaient jouer s'ils en avaient envie, que personne ne ferait de mal à Nora, ni à Callum. Ici, ils avaient le droit d'être simplement des enfants. Callum l'a fixé avec un regard d'adulte trop sérieux, puis a lâché « Tu ne sais pas ce qui se passe quand elle joue ». Ces mots sont restés en suspens. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Callum expliquait que chaque fois que Nora jouait, riait, faisait du bruit ou s'amusait, ça finissait mal. Quelqu'un se mettait en colère, lui reprochait de déranger, d'être trop vive, de prendre trop de place. Et c'était lui qui écopait, lui qui recevait la sanction sous les yeux de sa sœur. Elle, de son côté, avait appris à ne plus jouer, et lui, à l'en empêcher. La stratégie qui leur avait permis de survivre là d'où ils venaient, les empêchait maintenant d'avancer. Ils continuaient à obéir à des règles nées d'un cauchemar dont ils étaient pourtant sortis. Pendant les semaines suivantes, j'ai tout fait pour leur montrer que ces règles-là n'avaient plus lieu d'être. Je faisais exprès de faire du bruit, de rire fort, de mettre de la musique. Rien de mauvais n'arrivait. Je les encourageais à mettre le bazar, à prendre leur place, à s'affirmer. Les progrès étaient timides. Petit à petit, Callum s'est mis à finir son assiette au lieu de tout donner à Nora. Nora m'a regardé dans les yeux. Une fois, peut-être deux. Ils se sont risqués à descendre au salon en pleine journée, mais toujours ensemble, toujours sur le qui-vive. Je leur ai trouvé un rendez-vous chez le docteur Léon Voss, spécialiste du traumatisme chez l'enfant. Dès la première séance, Callum a refusé que Nora y aille sans lui. Le docteur Voss leur a dit « Vous pouvez venir tous les deux ». Ils se sont assis sur le canapé, Callum enveloppant Nora de son bras, soudés comme jamais. Le docteur Voss n'a pas insisté. Il a parlé doucement, leur a présenté le bureau, expliqué que rien de fâcheux ne pouvait arriver là. À la fin, il m'a prise à part et m'a confié qu'en 20 ans auprès d'enfants traumatisés, il n'avait jamais vu un lien aussi puissant entre deux êtres. C'est à la fois merveilleux et terriblement triste, crucial pour survivre, mais un frein pour chacun d'eux, m'a-t-il expliqué. Selon lui, les séparer serait catastrophique,
mais ils devaient apprendre qu'ils pouvaient être en sécurité même séparés. J'ai donc commencé par les séparer 5 minutes. Callum allait dans la cuisine avec Dean pendant que Nora restait avec moi au salon. Pendant toute la durée, Callum restait tendu, incapable de penser à autre chose qu'au bruit de la pièce voisine. À chaque retrouvaille, il vérifiait que Nora allait bien. Puis 10 minutes, puis 15. 3 semaines plus tard, on a réussi 30 minutes, Callum ne demandant après sa sœur que 2 fois. Mais le vrai déclic, c'était un samedi matin, alors que je faisais des crêpes. Callum et Nora étaient assis à la table de la cuisine. J'ai raté une crêpe exprès, et la cuisine s'est remplie de fumée. J'ai laissé échapper un juron, pris la poêle et jeté la crêpe brûlée à la poubelle. Callum s'est figé, prêt à subir une explosion de rage. Mais j'ai juste éclaté de rire, lancé « oups » et recommencé une crêpe. Aucun cri, aucune sanction. Personne n'a payé pour mon erreur. Callum m'a regardé longuement. J'ai accentué le trait, renversé trop de pâtes, essuyé la table en plaisantant. « Eh bien, bravo !» Toujours rien. Les épaules de Callum se sont peu à peu détendues. Quand je leur ai enfin servi des crêpes parfaites, Callum en a goûté une bouchée. Et là, il s'est produit quelque chose de rare. Il a souri. Pas ce petit sourire en coin qui cherche à se faire discret, mais un vrai sourire d'enfant, tout en lumière. Nora a vu ça. Ses yeux se sont agrandis, et puis, tout doucement, elle a laissé échapper un gloussement minuscule, comme sorti du fond de sa gorge, un peu tremblant de ne pas avoir servi depuis longtemps. Callum s'est brusquement tourné vers elle, inquiet pour les conséquences. Mais j'ai souri et dit simplement « Elles sont drôlement bonnes, ces crêpes, non ?» Rien de mal n'est arrivé. Nora avait ri. Elle avait osé être joyeuse. Elle s'était exprimée, et tout s'est bien passé. Callum a longtemps échangé des regards avec sa sœur et avec moi, tentant de comprendre. Plus tard, dans l'après-midi, j'ai entendu des éclats de rire venant de leur chambre. De vrais rires, ils jouaient ensemble à un jeu de cartes. Je suis restée un moment dans le couloir, bouleversée d'émotion. J'ai appelé Patricia pour lui raconter chaque progrès. Elle voulait savoir quand elle pourrait les voir. Je lui ai dit que je travaillais dessus, que j'accumulais les éléments pour le tribunal. Je devais prouver que les difficultés des jumeaux venaient du traumatisme, pas d'un quelconque trouble inné, qu'ils avaient besoin de soutien, pas d'un placement, que Patricia était leur famille et qu'elle avait le droit de montrer qu'elle pouvait leur offrir un foyer sécurisant. J'ai tout rassemblé. Des photos montraient que Callum agissait pour protéger plutôt que pour attaquer. Les observations du Dr Voss détaillaient leurs avancées, tandis que Patricia, elle, racontait leur enfance brisée. On retrouvait toujours le même schéma de malentendus qui avait marqué leurs anciennes familles d'accueil. J'ai organisé un rendez-vous avec Tessa, en compagnie de son amie avocate Nina Blackwell, experte dans la défense des droits familiaux. On a présenté le dossier tranquillement, point par point. Chaque incident décrit comme violent a été replacé dans son contexte, avec toutes les informations nécessaires. On accusait la grand-mère d'être hostile, alors qu'elle ne faisait que tenter de préserver ses petits-enfants de la maltraitance. Quant à la décision de séparer les jumeaux, elle reposait simplement sur une ignorance de ce qui les aidait, eux, à tenir. Tessa nous a écoutés jusqu'au bout, a pris le temps de consulter chaque document, puis a admis qu'il lui manquait des éléments essentiels. Les familles précédentes avaient en mode tout fait pour réécrire l'histoire à leur avantage, effaçant leurs propres fautes, et le système avait préféré ne pas creuser, plutôt que d'admettre que ces gamins avaient été à nouveau brisés sous la surveillance de l'État. Finalement, Tessa a accepté de soutenir la demande de garde de Patricia, à condition qu'elle suive une formation de parents et accepte des visites à domicile. On a fixé une première rencontre supervisée la semaine suivante. J'ai préparé les jumeaux en leur montrant des photos de Patricia, en leur expliquant que c'était la mère de leur maman. Elle vous aime. Elle essaie de vous retrouver. Callum a observé les photos d'un air grave, puis m'a demandé si c'était la dame qui avait fait tout ce bruit la dernière fois, celle qui avait insisté pour qu'on laisse sortir Nora de cette pièce noire. J'ai compris qu'il se rappelait de Patricia ce jour-là, dans leur deuxième famille d'accueil. Ils n'avaient que 4 ans, mais ils se souvenaient de cette femme qui s'était battue pour eux. La rencontre s'est faite dans un centre familial, dans une salle de jeu surveillée. Patricia était déjà là, en avance, faisant les 100 pas sur le parking. Quand on est arrivé avec les enfants, elle s'est figée net. Elle a porté ses mains à sa bouche, les yeux pleins de larmes, et a soufflé leur prénom comme on prononce une prière. Callum, d'instinct, s'est placé devant Nora, mais Patricia n'a pas avancé. Elle s'est agenouillée à une dizaine de pas, tentant de se rendre la moins impressionnante possible. « Vous m'avez tellement manqué, je fais tout pour vous ramener à la maison. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous protéger plus tôt. » Callum lui a lancé un regard méfiant, calculateur, puis a posé cette question qui a glacé tout le monde. « Tu lui feras du mal si je suis méchant ?» Le visage de Patricia s'est défait. « Jamais, jamais, même si tu fais une bêtise, même si Nora en fait, personne ne sera blessé. Ce n'est pas ça, une famille. » Bien qu'il voulait la croire, Callum restait sur ses gardes, et ça se voyait. La visite a duré 2 heures. Patricia s'est installée par terre, leur a raconté des souvenirs de leur mère, leur a montré des photos sur son téléphone.
leur maman petite fille, qui riait, qui jouait, qui était chérie. Elle leur a parlé de tout ce qu'elle avait fait pour eux, de son amour qui ne s'est jamais éteint même pendant la maladie, et qu'avant de partir, elle avait chargé Patricia de veiller sur eux. Nora s'est rapprochée, captivée par les images, pendant que Callum la laissait faire, sans lâcher la scène des yeux. Patricia a lancé une vidéo où on voyait leur mère en train de chanter, pleine de vie, jeune, un bébé sur chaque bras, entonnant « You are my sunshine ». Nora a poussé un petit cri, comme si elle reconnaissait la chanson. Patricia lui a caressé la joue, murmurant « Tu t'en souviens, ma puce ? Elle te chantait ça tous les soirs ». En partant, Patricia leur a remis un sac rempli de souvenirs qu'elle avait soigneusement gardés, le pull préféré de leur mère, si doux, un livre de son enfance, 2 peluches qu'ils avaient eu bébé. Callum a récupéré ce trésor comme s'il avait eu peur de le casser. De retour à la maison, tout a filé direct dans leur chambre. Je les ai regardés discrètement sur le babyphone pendant que Callum disposait les objets avec un respect infini. Il a posé le pull sur le visage de Nora, qui a plongé son nez dedans pour respirer l'odeur à plein poumon. Puis il lui a tendu une peluche, gardant l'autre contre lui. Ce soir-là, ils se sont endormis entourés de ses souvenirs, blottis dans le pull de leur maman. Les semaines suivantes, les rencontres avec Patricia sont devenues plus fréquentes et plus longues. À force, Callum s'est relâché, finissant par l'appeler « Mamie », tandis que Nora se mettait à émettre de plus en plus de sons, pas encore des mots, mais c'était déjà énorme. Le Dr Voss a noté des progrès flagrants chez les 2 enfants. Patricia a mené à bien sa formation de parentalité, son logement a été inspecté et validé haut la main. Nous avons commencé les visites avec nuitée. La première fois que je les ai déposés chez elle, Callum m'a demandé si Dean et moi serions encore là à leur retour. Je lui ai promis que oui, il a acquiescé et, à ma grande surprise, m'a pris dans ses bras, furtivement, maladroitement, mais très sincèrement. 4 mois seulement après être arrivés, traînant des sacs poubelles derrière eux, l'audience devant le juge a eu lieu. Nina a présenté notre dossier avec une rigueur impitoyable, passant au crible chaque incident mal interprété, chaque manquement du système, chaque blessure infligée alors qu'on était censé les protéger. Des vidéos montraient les jumeaux en train de rire, jouer, retrouver confiance. Le Dr Voss a témoigné de leurs énormes progrès et affirmé qu'ils seraient mieux auprès de Patricia. Les ex-familles d'accueil ont été convoquées. Le couple du 4e placement, celui qui avait appelé la police parce que Callum avait attrapé un couteau, a été le premier à parler. Poussés dans leur retranchement par Nina, ils ont reconnu que Callum n'a fait que défendre sa sœur, admettant même qu'ils avaient faussé leur rapport pour lui coller l'étiquette de dangereux, afin de masquer le fait qu'ils étaient sur le point de frapper un enfant de 6 ans avec une ceinture. Le couple du 3e placement, interrogé sur les bleus aperçus par les voisins, a prétendu que les enfants étaient simplement maladroits, jusqu'à ce que Nina expose les comptes rendus médicaux prouvant qu'il s'agissait bien de violences physiques. Les 2e familles d'accueil, celles qui avaient enfermé Nora dans un placard, ne se sont jamais présentées. Un mandat d'arrêt a été lancé pour les faits révélés grâce à Patricia. Le système, lui, avait préféré enfouir la vérité, leur confier même d'autres enfants après avoir retiré les jumeaux. À chaque nouveau témoignage, le juge semblait se fermer un peu plus. Lorsque Patricia prit la parole, elle fut la dernière à s'exprimer. Elle parla du combat de sa fille contre l'addiction, de ce qu'elle n'avait pas su faire en tant que mère, de ses tentatives désespérées pour garder le lien avec ses petits-enfants après le décès de sa fille. Elle reconnut ses torts, avoua sa colère envers la 2e famille, ce qui lui avait valu le qualificatif d'hostile. Mais elle l'assuma, affirmant qu'elle referait tout pareil. « Je choisirai toujours de me battre pour mes petits-enfants, plutôt que d'être gentille avec des gens qui leur font du mal. » Le juge s'adressa alors à Callum. Voulait-il vivre avec sa grand-mère ? Callum fixa Patricia, puis jeta un regard vers Nora. « Oui », répondit-il, « mais seulement si Nora vient aussi. » On ne les a donc pas séparés. Le juge confirma qu'ils resteraient ensemble. Il demanda ensuite à Nora si elle se sentait en sécurité avec Patricia. Tout le monde retint son souffle. Personne n'avait entendu la voix de Nora depuis son entrée dans le système. Rien que des rires, des petits bruits, quelques gémissements. Elle dévisagea Callum, qui l'encouragea d'un signe de tête. Elle inspira profondément et souffla, à peine audible. « Mamie est sûre. » Le silence s'abattit sur la salle d'audience. Presque tout le monde entendait sa voix pour la première fois. Les yeux du juge s'humidifièrent. Il se racla la gorge et prononça la décision. La garde était attribuée immédiatement à Patricia Rourke, avec 6 mois de suivi transitoire et un accompagnement thérapeutique maintenu. Les enfants rentreraient donc chez leur grand-mère le jour même. Après l'audience, Patricia a serré Dean et moi dans ses bras, sanglotant des « merci » à n'en plus finir. Je lui ai répondu que tout le mérite revenait aux jumeaux. Ce sont eux qui ont le plus souffert. Ils ont tenu bon. Ils se sont protégés, alors que personne d'autre ne le faisait. Ils ont dû réapprendre à faire confiance. Mais elle secoua la tête. « C'est vous qui les avez sauvés. » J'ai protesté. « Non. Nous n'avons fait qu'écouter enfin ce qu'ils essayaient de dire depuis toujours. » Callum n'a jamais été violent avec sa sœur. Il a tout simplement voulu la protéger du mieux qu'il pouvait,
du haut de ses 6 ans, et tous les adultes censés comprendre n'y voyaient qu'un problème pathologique. Nora n'a jamais refusé de parler par défi. Elle suivait seulement les règles qui avaient le permis à son frère de rester en sécurité, et, là encore, on a préféré voir une enfant difficile plutôt qu'une enfant blessée. Le système les a abandonnés bien des fois, mais eux ne se sont jamais lâchés. Nous avons aidé Patricia à charger leurs affaires dans la voiture. Cette fois, il ne s'agissait plus de sacs en plastique, mais de vraies valises toutes neuves, remplies de vêtements à leur taille et de jouets qu'ils avaient eux-mêmes choisis. Callum tenait dans ses bras la peluche de Nora et la sienne. Arrivée près de la voiture, Nora a fait volte-face et est revenue vers moi. Elle m'a enlacée autour des jambes et a murmuré « Merci d'avoir appris des choses à Callum ». Je me suis penchée vers elle. Qu'est-ce que je lui ai appris? Que protéger, ce n'est pas toujours se battre. Parfois, c'est accepter qu'on a besoin d'aide. J'ai éclaté en sanglots, inconsolable, pendant que cette petite me tapotait gentiment l'épaule pour me réconforter. Callum est venu, a pris la main de sa sœur, puis m'a lancé d'un ton très sérieux. « Vous êtes des gens bien. Si on a encore besoin d'aide, est-ce qu'on pourra vous appeler ?» Je lui ai tendu mon numéro, noté sur un bout de carton. Je répondrai toujours, toujours. Ils sont montés dans la voiture avec Patricia, et Dean et moi sommes restés là, sur l'allée, à regarder la voiture s'éloigner. La maison nous a soudain paru cruellement vide. Il n'était resté que 4 mois, mais ils avaient tout changé. Une semaine plus tard, j'ai reçu le rapport complet sur le parcours des jumeaux en famille d'accueil. Les parents du 2e placement avaient été arrêtés, poursuivis pour de multiples cas de maltraitance. L'enquête avait révélé qu'au moins 6 autres enfants étaient passés par les mêmes épreuves chez eux. Le couple du 3e placement s'était vu retirer définitivement son agrément pour des châtiments corporels répétés. Le père du 4e foyer était sous enquête pour violence. Nina m'a appelé pour m'annoncer que de nouveaux protocoles étaient mis en place pour mieux traiter les signalements de violence entre fratries en famille d'accueil. Le dossier de Callum allait servir d'exemple pour aider les travailleurs sociaux à faire la différence entre comportement protecteur et agressivité réelle. Le Dr Voss avait publié l'histoire des jumeaux dans une revue spécialisée, en modifiant tous les éléments personnels, mais en conservant l'essentiel de leur vécu. Il plaidait pour une prise en charge centrée sur les traumatismes, pour qu'on cesse d'interpréter les stratégies de survie comme des pathologies. Patricia donnait régulièrement des nouvelles. Les jumeaux s'épanouissaient. Callum était entré au CP dans l'école du quartier. Il se faisait des amis. Nora suivait une thérapie par le jeu en maternelle, adaptée aux enfants qui parlent peu. Elle commençait à glisser quelques mots. Son vocabulaire grandissait lentement. Ils dormaient toujours ensemble, par choix. Mais Callum apprenait peu à peu qu'il pouvait relâcher sa vigilance. Nora, elle, découvrait qu'il n'y a pas de danger à parler, à rire, à être présente. 3 mois après leur retour, Patricia a envoyé une vidéo. Les jumeaux jouaient dans le jardin, courant sous l'arroseur. Callum riait, d'un vrai rire, et poursuivait Nora, qui poussait de petits cris de joie. Ils se sont retrouvés enlacés dans l'herbe, tendres et joueurs, simplement 2 enfants qui s'amusent. À la fin, ils ont fait coucou à la caméra. Nora a lancé « Bonjour tata Lorraine, bonjour tonton Dean ». Officiellement, nous n'étions ni l'oncle ni la tante, mais Patricia leur avait donné la permission de nous adopter comme famille, quoi qu'il arrive. 6 mois plus tard, Patricia nous a appelés pour nous inviter à la fête d'anniversaire des 7 ans des jumeaux. Nous avions choisi les cadeaux avec soin. La fête était simple. Patricia, sa sœur, quelques copains d'école, et nous. Les jumeaux ont couru nous accueillir dès notre arrivée. Nora m'a serré dans ses bras, sans hésiter. Callum m'a montré sa chambre, fier de la bibliothèque fabriquée par Dean, et déjà remplie de livres qu'il lisait bien au-dessus de son niveau de classe. Pendant l'après-midi, ils ont joué à accrocher la queue de l'âne, aux chaises musicales, comme n'importe quels autres enfants. Au moment du gâteau, Patricia est arrivée, le gâteau surmonté de 7 bougies allumées, et tout le monde a entonné « Joyeux anniversaire ». Les jumeaux ont soufflé leurs bougies, main dans la main. Après, Callum m'a entraîné à l'écart. Il avait cette mine grave qu'il prenait toujours quand quelque chose lui tenait vraiment à cœur. Il m'a confié qu'il voulait me révéler quelque chose qu'il n'avait encore jamais dit à personne. Je l'ai laissé parler. Il a raconté que, tout petit, avant même d'arriver en famille d'accueil, les choses avaient été très difficiles. Il n'en gardait pas tous les souvenirs, mais il se rappelait nettement avoir fait une promesse à Nora. Il lui avait juré de la protéger envers et contre tout, même si ça lui faisait mal ou qu'il avait peur, même si ce n'était pas facile, et il avait promis qu'ils resteraient ensemble quoi qu'il arrive. Il a tenu parole, mais il a cru la perdre à plusieurs reprises, surtout parce que les adultes cherchaient toujours à les séparer. Je lui ai dit que c'était remarquable d'être allé au bout de cette promesse. Il a simplement secoué la tête avant de me dire qu'il avait compris quelque chose d'essentiel. Protéger quelqu'un, ça ne veut pas dire porter tout seul la charge. Et demander de l'aide, ce n'est pas trahir sa promesse. Protéger, c'est aussi laisser les autres tendre la main. D'après lui, c'est moi qui lui avais appris ça, avec le Dr Voss et sa grand-mère, qu'il existe des gens bien prêts à aider, si on accepte de leur faire confiance. Je lui ai demandé pourquoi il avait choisi de nous croire, nous précisément. Il a pris un moment,
Puis il m'a expliqué que c'était à cause des pancakes, de ma façon de rire de mes propres erreurs au lieu de m'énerver, du sentiment que finalement, rien de grave ne se passait jamais. Et surtout, ce jour où Nora a fait tout ce bruit, c'est là qu'il s'est dit que les règles avaient peut-être changé, qu'il pouvait enfin s'autoriser à ne plus se battre tout seul. Peu à peu, l'ambiance de la fête s'est apaisée, les enfants sont partis avec leurs parents, Patricia et sa sœur ont commencé à tout ranger, Dean aidait les jumeaux à construire une cabane infernale avec les vieux cartons que Patricia avait mis de côté. Je les ai observés, absorbés dans leur jeu. Callum montrait à Nora comment renforcer les murs. Je les ai vus éclater de rire lorsqu'ils se mettaient à la chatouiller, puis ils ont volontairement démoli la cabane pour rire au milieu des cartons renversés. Ils avaient l'air d'enfants parfaitement ordinaires, simples, heureux, apaisés, enfin à l'abri. Avant de partir, Nora nous a demandé si nous reviendrions pour Noël. Patricia a renchéri, insistant sur le fait que désormais nous faisions partie de la famille, qu'on le veuille ou non. On a promis de revenir. Sur le chemin du retour, dans la voiture, Dean a fait remarquer qu'accueillir des enfants est censé n'être qu'une solution provisoire, mais qu'au final, la famille finit toujours par s'agrandir. J'ai répondu qu'au fond, lorsqu'on tient vraiment aux gens, ça se passe comme ça. Ils deviennent votre famille et vous devenez la leur, indépendamment de ce qui est écrit sur les papiers. 2 ans plus tard, nous étions tous présents à l'audience d'adoption officielle des jumeaux. Patricia les a adoptés, leur donnant officiellement son nom, légalisant ce qui était vrai depuis le jour où elle avait bravé la police pour les sortir de ce placard. Callum avait 8 ans. Il était à l'aise, épanoui à l'école comme dans la vie. Nora, du même âge, s'est beaucoup épanouie aussi. Plus sûre d'elle, vive et discrète, mais plus silencieuse. Au tribunal, le juge leur a demandé s'ils voulaient prendre la parole. Callum s'est levé. Il a remercié Patricia de n'avoir jamais renoncé à eux, le docteur Voss de lui avoir appris comment exprimer ses émotions, puis il s'est tourné vers Dean et moi pour nous remercier d'avoir vu ce que les autres ignoraient, d'avoir compris qu'à leurs yeux, protéger quelqu'un pouvait ressembler à de l'amour, simplement parce qu'ils ignoraient la différence. Nora s'est approchée de lui et d'une voix claire a remercié tous ceux qui avaient cru en eux, même avant qu'ils soient capables de trouver les mots, tous ceux qui avaient compris que parfois, les enfants sont bien placés pour s'occuper les uns des autres. L'adoption a été officialisée. Patricia a fondu en larmes. Sa sœur aussi. Dean et moi n'avons pas pu retenir nos émotions. Les jumeaux ont embrassé tout le monde, avant qu'on immortalise le moment sur les marches du tribunal. Le soir même, nous étions tous réunis chez Patricia pour fêter ça. Les jumeaux étaient fiers de nous montrer leur dernier projet d'école, leurs dessins, leurs bulletins remplis de compliments d'enseignants louant leur gentillesse et leur serviabilité. Après le repas, pendant que Patricia et sa sœur rangeaient la cuisine, les jumeaux nous ont invités à monter dans leur chambre. Ils y avaient fabriqué un grand panneau. Tout en haut, en gros, c'était écrit au feutre « Notre famille », agrémenté d'autocollants. Ils avaient collé des photos et tissé entre elles des fils pour représenter les liens. Leur mère, bien au centre, jeune et souriante, telle qu'ils la connaissaient à travers les photos de Patricia. Quelques ficelles la reliaient aux jumeaux, d'autres reliaient les jumeaux à Patricia, d'autres encore à sa sœur. Enfin, des fils partaient vers Dean et moi, étiquetés « Tata Lorraine et Tonton Dean », qui nous ont sauvés. Callum nous a expliqué que c'était pour un exposé sur l'arbre généalogique, mais que leur maîtresse avait précisé qu'une famille, c'est tous ceux qui vous aiment, pas juste ceux liés par le sang. Alors ils avaient confectionné une toile familiale pour montrer toutes les personnes liées à eux par l'amour et la protection. Devant ce panneau, j'ai ressenti tout ce que nous avions accompli, tout ce que Patricia avait fait, tout ce que les jumeaux eux-mêmes avaient réussi à construire. Ensemble, nous avions mis fin à une chaîne de traumatismes, refusé que les ratés du système puissent dicter l'avenir de ces enfants. Nous avions su les écouter, même quand leurs paroles tardaient, et compris ce dont ils avaient vraiment besoin. Patricia nous a rejoints, a entouré les jumeaux de ses bras et a déclaré « C'est ça la guérison ». Ce n'est pas effacer le passé, mais réussir à bâtir quelque chose de beau, malgré tout. On est resté longtemps, à jouer à des jeux de société et à regarder des films. Les jumeaux se sont blottis entre leur grand-mère et nous sur le canapé. Au moment de partir, ils sont restés dans l'embrasure de la porte à nous faire au revoir, baignés par la lumière chaude et rassurante de la maison derrière eux. Méconnaissables, loin des enfants terrifiés arrivés un jour avec leurs affaires dans des sacs poubelles, leur douleur prise à tort pour de la violence. Ils avaient compris que veiller l'un sur l'autre, ce n'était pas tout ce qui comptait, que la sécurité pouvait aussi venir des adultes, pas seulement de leur propre force, que demander de l'aide, c'est une preuve de courage, pas de faiblesse, que dire la vérité a de l'importance, même lorsque d'autres essaient de vous faire taire. Tant de fois le système les avait abandonnés, qualifiant leur stratégie de survie de troubles, leur amour de dysfonctionnel, leur réaction au traumatisme de simples problèmes de comportement. Mais ils avaient tenu le coup, ils s'étaient soutenus envers et contre tout, et de cette épreuve, ils étaient sortis non seulement plus unis, mais aussi pleinement épanouis. À présent,
Ce n'étaient rien que des enfants. Des enfants qui avaient survécu à l'enfer tout en comprenant qu'on pouvait aussi croire au bonheur. Des enfants capables de distinguer la protection née de la peur de celle offerte par amour. Ils avaient compris qu'on ne choisit pas sa famille par le sang ou les papiers, mais par ceux qui restent à nos côtés quand tout s'effondre et ne s'éloignent que lorsque tout va mieux. Sur la route du retour, Dean m'a confié qu'il envisageait d'accueillir un autre enfant, quelqu'un qui aurait besoin de ce que nous pouvions lui apporter. J'ai accepté, sachant qu'il y avait encore tant d'enfants incompris, dont les blessures étaient invisibles et le vécu ignoré, qui attendaient simplement qu'on prenne le temps de voir au-delà des apparences, de saisir ce qui compte vraiment. Nous avions décidé de continuer, de nous battre pour ces enfants qui ont besoin qu'on parle pour eux, de croire que même les systèmes les plus défaillants pouvaient être contournés, à condition de refuser la version officielle et d'insister pour que chaque enfant soit vu comme une personne à part entière, avec une histoire qui mérite d'être entendue. Les jumeaux nous avaient transmis cette leçon, et elle continuerait de nous accompagner chaque fois qu'un nouvel enfant franchirait notre seuil, chaque famille réconciliée, chaque fois que le système chercherait à nous imposer sa vérité, plutôt que d'écouter ce que nous savions au fond de nous. Parce que bien souvent, ceux qu'on présente comme des problèmes sont aussi ceux qui portent en eux les réponses. Parfois, les gestes que l'on juge violents ne sont au fond qu'une preuve d'amour à l'état brut. Et il arrive que les enfants dont personne ne veut soient précisément ceux qui changent tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour ne rien manquer de la suite.